Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, en cette veille de Noël, au moment où nous nous apprêtons à penser aux autres et à faire preuve de générosité et de bonté, où nous nous apprêtons à réfléchir sur les injustices et les misères de notre monde, eh bien, la télévision suisse romande vous propose ce soir un destin exceptionnel. Le destin d'un homme particulier qui enthousiasme certains, que d'autres qualifient d'irréaliste, mais qui, tout le monde s'accorde là-dessus, est un homme qui a sacrifié sa vie au profit des autres, d'un homme qui a sacrifié sa vie, qui a consacré toute sa vie au service des plus démunis et notamment au service de l'enfance malheureuse. Le destin d'un homme qui incontestablement aura marqué ce pays. Le destin d'un homme exceptionnel, je le disais tout à l'heure. Cet homme, c'est vous, Edmond Kayser. Cet homme dont on peut dire que vous êtes le symbole un peu d'une Suisse généreuse, d'une Suisse qui ne se replie pas sur elle-même, mais d'une Suisse qui s'engage au service des plus démunis, d'une Suisse également qui pense à l'enfance malheureuse. Alors ce soir, Edmond Kayser, nous allons évoquer votre destin avec vous. Je ne dirai pas votre carrière, car ce mot est tout à fait impropre en ce qui vous concerne, mais votre destin, cet engagement que vous avez eu, et nous allons l'évoquer avec Jacques Huvelair et Charles Santini, en rappelant comment vous avez été amené à créer le mouvement Terre des Hommes, puis ensuite le mouvement Sentinelle. Mais regardez avec moi la première partie de votre destin. Paris, 2 janvier 1914. Naissance d'Edmond Kayser dans une famille juive. Ses parents font ménage commun avec la grand-mère maternelle qui tient boutique au rez-de-chaussée du même immeuble, 53, rue des Batignolles. Le petit Edmond perdra son père à l'âge de 4 ans et sa mère occupera dès lors une place prépondérante tout au long de son existence. Très présent également dans la vie d'Edmond, l'oncle Armand et la tante Berthe, chez qui il se rendra régulièrement en vacances à Lausanne, et pour qui il posera comme modèle à une époque où la publicité s'appelait encore réclame. Sa mère se fait appeler Madame Veuve Louise Reiser et non Kayser pour faire plus français. 1926, Edmond fête son 12e anniversaire et son certificat d'études primaires avec la mention « bien ». Encouragé par sa mère, il apprend la sténodactylographie, mais s'enflamme pour la littérature, le dessin et les caricatures. Devenu veuf, l'oncle Armand de Lausanne épousera en 1931 sa belle-sœur, autrement dit la mère d'Edmond. Tous trois s'installeront désormais à Lausanne. 1932, il passe une année très heureuse en Allemagne, dans la famille Heinger, à laquelle il restera très attaché. Un séjour qui le verra découvrir avec horreur les prémices du nazisme. De retour à Lausanne, il fonde la Ligue contre le crime et le suicide, joue du théâtre pour distraire les pensionnaires de l'asile de Seury et s'investit de plus en plus dans la littérature et la poésie. Et il avait fondé une petite société littéraire avec des jeunes gens et des jeunes filles, et puis qui s'appelait La Petite Étoile. Et il faisait un petit journal aussi qui paraissait pour nous, c'était un petit journal simplement renéotypé. Nous nous réunissions, alors je ne me souviens plus très bien à quel rythme, si c'était une fois par semaine peut-être, ou une fois par mois, je ne sais plus très bien. Et puis nous discutions et puis nous montrions nos poèmes, nos écrits, ce que nous faisions, nous parlions de tout cela. C'était extrêmement sympathique. Alors lui était vraiment le leader. L'Écho universel illustré était l'organe d'une émission radiophonique internationale réalisée à Katowice, en Pologne. C'était une grande amicale, disons. Et puis, certains des membres étaient, au fond, cherchaient à maintenir la paix dans le monde. Mais vous voyez ce que c'est que ces espèces de sociétés. Elles ne peuvent pas grand-chose dans l'évolution humaine. Edmond en a fait partie un moment. Et dans le journal, dans l'Écho en question, il a écrit un poème
qui parlait de la paix, je crois, entre les hommes. Extrêmement... Moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est impossible de cerner Edmond Kayser. Il est trop mondial, il est trop universel, il est trop cosmique. C'est un homme qui vit dans la poésie totalement à l'état pur, parce qu'il parle comme un poète. Il est lui-même profondément imprégné du mystère de la poésie, et surtout, il a la magie étrange et extraordinaire des mots, de la pensée, et puis toute sa vie est une énorme, énorme poésie, ça fait aucun doute. Vous savez, on dit de quelqu'un, c'est un poète, hein. Eh bien c'est ça, Edmond Kayser. 1935, il rencontre sa future femme, Elisabeth Burneau, à l'occasion d'une manifestation littéraire. Un auteur débattait de ses arguments. Et Elisabeth était, paraît-il, enragée parce qu'elle ne partageait pas du tout son point de vue. Et comme à l'époque, elle était très soupe au lait, elle a naturellement pris la parole dès que ça a été autorisé. Et elle a démoli complètement ce monsieur. Et il paraît qu'Edmond Kayser, qui était parmi les auditeurs dans la salle, a été ébloui. Et 2 mois après, elle était mariée avec Edmond Kayser. Les jeunes mariés déménagent à Paris. Elisabeth donnera naissance à 2 enfants, une fille Myriam en 1937 et un fils Jean-Daniel en 1939. Septembre 1939, Edmond rejoint l'armée française, subit son baptême du feu en Touraine. Démobilisé en 1940, il sera décoré de la Croix de guerre pour avoir sauvé un camarade blessé. Le 16 mars 1941 constitue l'un des tournants de sa vie. Son fils, Jean-Daniel, placé à la campagne, meurt noyé accidentellement dans une lessiveuse. Il n'a que 2 ans et 2 mois. La mort de ce fils bien-aimé, qui poursuivra Edmond toute sa vie, donnera naissance au Mémorial d'une poupée, un ouvrage couronné par un prix de l'Académie française. En 1942, Elisabeth travaille pour l'intelligence service et Edmond s'engage dans la résistance. Ils confient leur fille Myriam à ses grands-parents à Lausanne. Edmond change souvent de domicile et de pseudonyme. Il est dans les renseignements et malgré sa demande, ne pourra pas prendre le maquis. En 1944, Edmond Kayser quitte le réseau et se porte volontaire dans l'armée Rhin et Danube. Nous étions dans la première armée française. En 1944, on était essentiellement dans les Vosges et particulièrement dans la région qui s'appelait le Petit Artimon. Et c'est là que j'ai rencontré Edmond Kayser pour la première fois. Mais est-ce que vous ne lui avez pas porté secours précisément dans ces circonstances? Ça, c'est probablement lui qui vous a dit ça. Je ne lui ai pas porté secours. Non, je l'ai un petit peu aidé. C'est normal dans ces conditions. On s'entraide, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Alors, il y avait la tempête, la neige. Oui, il faisait mauvais temps, il faisait très froid, il y avait de la neige. Je me rappelais, l'hiver 44, hein, c'était assez dur. Alors, et il était à bout de force? Il a été, je ne me rappelle pas les détails, vous savez, oui, il était fatigué, c'était un petit peu dur, alors il s'est trouvé que j'étais à côté de lui, je lui ai donné un petit coup de main, c'est tout à fait normal, comme ça se passe systématiquement à l'armée, surtout dans des conditions comme ça. Le 28 avril 1945, il part pour l'Allemagne, affecté officiellement à la recherche et à l'instruction des crimes de guerre. Elisabeth, sa femme, le rejoindra peu après. Près d'Überlingen, il fait mettre au jour un charnier d'une centaine de cadavres sur l'emplacement d'un ancien Erziehungslager, camp d'éducation. Les villageois convoqués ne savent rien et ne manifestent aucune émotion. Il instruira ainsi pendant 2 ans avec succès près de 200 affaires en qualité de responsable du bureau de Constance. 1er juin 1947, dénoncé par un agent double qu'il croyait anglais, et avec qui ils avaient travaillé pendant la résistance, Edmond Kayser et sa femme sont arrêtés à Constance sous l'inculpation de trahison. Edmond est arrêté. C'était invraisemblable. Moi qui connaissais assez Edmond, qui était dans les secrets à la fois de ce qu'il faisait et des surprises qu'il avait eues en démasquant cet espion allemand,
Alors, nous nous sommes réunis ici, et mais malheureusement, il n'y avait aucune solution. Alors, j'ai pris la décision d'aller moi-même à Lille. J'ai pris le train et je suis allé voir le capitaine instructeur des cas de trahison. Vous faites une grave erreur, une erreur judiciaire, c'est très grave. Ça peut faire beaucoup de mal à une carrière, et à la vôtre notamment, mon capitaine. J'ai repris mon train, je suis arrivé à Paris en fin de nuit, et en me disant, ben, j'ai pas fait grand-chose, mais enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais alors, sans votre intervention, on peut penser qu'Edmond Cayzère aurait pu disparaître dans un cul de basse-fosse. Il m'a dit, j'aurais pu très bien disparaître sans que personne n'entende plus parler de moi. Edmond Cayzère ne recevra que 2 ans plus tard une décision de non-lieu, mais jamais d'excuse de la France. 1948, Edmond et Élisabeth se séparent. Edmond rencontre une jeune cantatrice, Lucienne de Vallier. Elle lui donnera une fille, Geneviève, le 5 février 1954. Edmond travaille comme décorateur, mais fait de nombreuses visites aux aveugles, personnes âgées et mourants. Lucienne l'accompagne et chante pour eux. J'ai été vraiment séduit par la voix de Lucienne de Vallier. J'ai pris des poèmes d'Edmond Cayzère, je les ai mis en musique, et il a eu la gentillesse, l'amabilité de trouver cette musique à son goût. Et Lucienne de Vallier les a enregistrés pour garder un souvenir de ces disques. Quand nous étions chez eux, eh bien, c'était vraiment... Nous plaignions véritablement. Hein. Nous étions heureux. Nous n'étions plus sur Terre. Il faut que nous fassions quelque chose, tout de suite. Il faudra pour plus tard faire de grandes maisons belles, bonnes pour les accueillir. Mais cette semaine, aujourd'hui, tout de suite, il faut qu'on fasse des abris. Il ne faut plus qu'ils couchent dehors. Hiver 1954, l'Europe est bouleversée par l'action d'un homme seul, l'abbé Pierre. Edmond Cayzère le rencontre et fonde peu après à Lausanne les Amis d'Emmaüs. Ça m'a beaucoup touché que vous me demandiez de venir parler avec vous de lui. Je dirais que c'est un de ses frères, comme il y en a quelques-uns, pas beaucoup, à travers le monde, desquels, quand on me demande, quand vous êtes-vous connu, je dis, on ne se connaissait pas et on s'est reconnu. Et c'est vraiment très profondément cela. Nous sommes très différents. Nos vies n'ont eu qu'une ressemblance, c'est de ne pas pouvoir supporter la souffrance des autres. Aidez-nous et merci du fond du cœur. Vous qui pouvez choyer vos petits-enfants, pensez aux autres. Ils ont un cœur de papa et de maman. Ils ont un cœur d'homme et de femme. Comme vous, comme moi. C'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. Je sais combien, à la fois, il y a de ressemblances dans nos actions, y compris avec le grain de folie que ça peut avoir aux yeux des gens raisonnables, mais je sais qu'il y a aussi une très grande différence, pour moi, superficielle, apparente. Mais pour moi, et je lui dis de tout mon cœur, de frère, pour moi, parce que je crois que l'Éternel est amour quand même, je pense que où que ce soit qu'il y a amour, il y a sainteté, il y a présence de l'Éternel. Et parce que Dieu sait s'il y a de l'amour dans le cœur et dans la vie de Cayzère, je suis certain que au-delà du temps, quand nous serons sortis des ombres du temps, je n'aime pas le temps, mais ça approche le moment où on en sera sorti. Nous trouverons la main dans la main. Novembre 1959, Edmond Cayzère démissionne des Amis d'Emmaüs et fonde les Compagnons, qui deviendront Terre des Hommes. 1960, Edmond Cayzère devient citoyen suisse, tout en conservant la nationalité française. J'écoutais volontiers l'émission de Mousse et Pierre Boulanger, et là j'avais été vraiment très frappé par une émission
avec notre ami Kayser parlait d'une voix très grave et lisait de ses poèmes dédiés à l'enfance. Et cela m'a touché profondément. J'ai écrit Radio Lausanne, on m'a envoyé le texte d'Edmond Kayser et lui-même avait ajouté un petit mot. Je n'ai pas les sous pour imprimer ce poème, mais si vous voulez m'aider, distribuez les journaux La Trompette. La Trompette, c'est l'organe d'information créé par Edmond Kayser pour obtenir le soutien du public. L'aventure de Terre des Hommes commence. Qu'est-ce qui a fait démarrer Edmond dans la fondation de Terre des Hommes? C'est, à mon souvenir, essentiellement un article du pasteur Jacques Beaumont dans l'hebdomadaire ou le mensuel, je ne sais plus, Réforme, qui évoquait le sort des enfants regroupés dans des camps dits de regroupement, regroupés par l'armée française en pleine guerre d'Algérie, et des enfants qui avaient été ramassés dans les Aurès, surtout, dans les endroits où les combats étaient les plus durs. Et l'article décrivait la condition de ces enfants, ce qui a beaucoup ému Edmond Kayser. Enfin, toujours est-il qu'Edmond Kayser s'est démené pour arracher ces enfants à ces camps et les faire venir en Suisse, avec 1000 difficultés, parce qu'évidemment, il fallait passer par toutes sortes de barrages administratifs, on se méfiait beaucoup. Et on a quand même réussi à les faire sortir. Et on les a placés dans des... Donc Terre des Hommes les a placés dans des familles en Suisse. Il a décidé, avec un ami algérien qui a risqué sa vie sur le terrain, de faire sortir clandestinement ses enfants. Il en a sorti un peu plus d'une vingtaine, si mes souvenirs sont exacts, qu'il a amené à Genève sans avoir le premier centime pour les héberger. Ils ont été reçus à l'aéroport, ils ont eu le petit déjeuner. Et Edmond a dit, voilà, à partir de maintenant, moi, j'ai plus un sou, mais ces enfants sont à vous. Il a eu la chance d'avoir la radio, et le peuple suisse a répondu d'une manière extrêmement chaleureuse, et ça a été, on peut dire, le départ du mouvement Terre des Hommes en Suisse. Terre des Hommes a vu juste, soutenu par la radio et la télévision naissante, l'action des enfants d'Algérie déclenche un formidable élan de générosité dans tout le pays, d'une ampleur jamais vue à ce jour. J'ai fonctionné en consultant les dossiers, en examinant directement les candidats à venir chez nous, et en prenant contact avec les médecins de chez nous qui devaient les soigner, en particulier les médecins de l'hôpital cantonal, le docteur Hahn par exemple, et d'autres. Bon, il s'agissait aussi de recevoir des convois d'enfants qui arrivaient à Genève, qui étaient déplacés sur Lausanne. Alors on les recevait à Lausanne, c'était la visite d'entrée. Sanitaire. La visite sanitaire, tout à fait. Parfois aussi les douches directement, il fallait les laver, les équiper, avant de les envoyer dans des familles ou les envoyer à l'hôpital. Et beaucoup de ces enfants arrivaient dans un état lamentable. Et repartaient 15 jours ou 3 semaines après, assez bien retapés, mais évidemment, il fallait les renvoyer là-bas. C'était assez déchirant. De nombreux enfants regagnèrent leur pays après avoir reçu quelques soins et bénéficié d'un changement d'air. D'autres furent contraints à un séjour de plus longue durée pour des opérations graves. 27. Terre des Hommes, réseau de bonne volonté. Des équipes chirurgicales complètes, des médecins de grand renom opèrent gratuitement des enfants venus des 4 coins du monde. Ici, un petit Algérien. Vous opérez beaucoup de petits-enfants de Terre des Hommes? Oui, beaucoup. Beaucoup. Qui viennent d'un peu partout, qui ont toutes sortes de lésions cardiaques. C'est notre façon de contribuer, si vous voulez, à ce mouvement qui nous est très sympathique. Toute la stratégie était faite par Kayser, c'est-à-dire les arrangements avec les hôpitaux, ici ou ailleurs. Tout ça, c'est lui qui s'arrangeait pour les forfaits, enfin pour ses enfants et tout ça. Mais moi, je faisais la partie technique, si vous voulez. Et nous recevions des enfants de pays du tiers-monde en général, enfin dans la conception même de Terre des Hommes, à l'hôpital de Lausanne, puis à l'hôpital de Genève, et puis quelquefois dans des cliniques privées, avec des fonds privés, pour les
opérés d'affection cardiaque. Vous voyez, le cœur s'est remis à battre tout seul. Alors la minute de vérité concluante. J'ai l'impression d'avoir, chez un enfant hypothéqué par une lésion, levé cette hypothèque. Et je pense qu'on va lui donner des chances de vie tout à fait normales. On vous a, je crois, à cette époque, fait un très mauvais procès, à vous et à Edmond Kayser, à propos de ces enfants. Oui, ça venait naturellement des milieux médicaux, que ça n'étonne personne, ou paramédicaux, disons plus particulièrement, où on pensait que je m'entraînais, et mon équipe s'entraînait sur des enfants du tiers-monde. Sur des cobayes, en fait. Sur des cobayes qu'on allait chercher ailleurs, etc. Ce qui était, enfin, c'est une de ces formes de médisance ou de méchanceté auxquelles on est habitué. Mais dans cette affaire, Kayser était le pourvoyeur. Ah oui, c'était le rabatteur. C'était le rabatteur pour le vilain qui voulait développer cette chirurgie. En fait, on donnait simplement à ces enfants les mêmes chances qu'aux enfants d'ailleurs, c'est tout. Terre des Hommes accueille aussi des enfants nécessitant un plus long suivi thérapeutique. Ils sont une quinzaine de petits Tunisiens de 3-4 ans, tous atteints de polio. On va pendant des mois, des années peut-être, les soigner et les rééduquer dans plusieurs établissements de notre pays. Et ceci grâce en partie au bénéfice de cette vente d'oranges que le mouvement Terre des Hommes avait organisée il y a quelques semaines. Enthousiasme et joie des sauvetages réussis, parfois aussi, hélas, tristesse et désolation devant l'irréversible. C'est surtout Edmond Kayser qui était l'aumônier de tout ça, parce qu'au fond, il nous choisissait un peu à travers lui, à travers cette envie qu'il avait de bien faire les choses, et il m'avait choisi, quoi. Enfin, c'était une sorte... Moi, je crois qu'il y a eu un espèce de coup de foudre avec Edmond Kayser. Il m'avait demandé, puis j'ai dit oui, puis ça a tout commencé comme ça. On a vécu des moments merveilleux avec lui. Est-ce qu'il m'a demandé, moi, parce que j'étais catholique? Je ne suis pas sûr, je ne pense pas, parce qu'on se connaissait. Il voulait quelque chose d'un peu respectueux vis-à-vis de... C'est ça qu'il me demandait. Alors, on faisait une prière qui était une prière qui essayait de rassembler tous les adultes qui étaient autour de ces petits-enfants qui étaient là, dans ces tout petits cercueils. Ça m'avait toujours beaucoup impressionné, ça. Edmond Kayser ne dirige pas seulement Terre des Hommes, il s'implique personnellement et donne l'exemple en adoptant Amadou, un jeune Sénégalais. On ne soignait pas très bien, alors on a dû aller à l'hôpital. Je ne pouvais plus rien faire avec mes mains, alors on a dû me les couper. Puis ensuite on est allé à Dakar, puis ensuite de Dakar ici. Tu l'aimes bien ton papa? Oui. Ça, c'est des trucs à remercier. Les 100 000 balles, déjà? Edmond a toujours refusé de prélever 1 centime pour un salaire personnel. C'est avec beaucoup de difficultés qu'on a dû lui faire admettre par la suite, par la force des choses, que malheureusement le bénévolat avait des limites et que certaines personnes devaient être salariées à Terre des Hommes. Mais en ce qui le concerne, du temps de Terre des Hommes, et je sais maintenant du temps de Sentinelle, c'est un cercle à côté du mouvement qu'il finance, ce qui s'appelle le Cercle des Amis de Terre des Hommes, que nous avons créé avec un ami proche d'Edmond, malheureusement décédé maintenant, Elio Pirotta. Et nous avons créé ce cercle qui récolte des fonds uniquement dans le but de financer un salaire extrêmement faible d'ailleurs, pour Edmond. 1965, guerre du Vietnam. Ni l'éloignement géographique, ni la complexité du conflit n'arrêtent Edmond Kayser et Terre des Hommes qui vont se battre pour sauver les victimes innocentes d'une guerre infernale. Bon, je reviens du Vietnam où j'étais il y a 15 jours à peu près. Mais alors maintenant, ce ne sont plus des hôpitaux ou certains hôpitaux, ni certains villages, mais c'est le Vietnam entier qui brûle, dont le brasier et les enfants du Vietnam. Et devant ce charnier de ces enfants, il ne semble pas que nous puissions rester tranquillement chez nous, à se contenter de l'idée qu'on les soigne approximativement dans des hôpitaux détruits, ou plus qu'approximatifs,
mais qu'il faille absolument aller retirer de ce charnier tout ce qu'on peut de chair enfantine vivante, afin de le soigner chez nous et en Europe, et de rendre la vie à ceux qui pourraient ne plus en avoir, au nom de ces enfants comme au nom des nôtres. Ancien ambassadeur du Vietnam du Sud à Berne, M. Phan Van Tien se souvient. Je l'ai rencontré, on a discuté le coup ensemble et quand j'ai vu, n'est-ce pas, que vraiment c'est quelqu'un qui a du cœur et qui s'occupe de sauver les enfants, j'ai tout de suite accepté de travailler avec lui. Donc j'ai fait les contacts nécessaires au Vietnam et un mois après, il est allé au Vietnam. Et après 2 ou 3 semaines au Vietnam, il a ramené un premier convoi d'enfants. À ce moment-là, en fait, je m'étais engagé assez loin. Parce que au Vietnam, n'est-ce pas, à Saigon même, n'est-ce pas, les autorités étaient assez méfiantes. Parce qu'en Europe, aussi bien qu'aux États-Unis, il y avait une grande activité pacifiste, n'est-ce pas? Et donc, en fait, malgré tout, n'est-ce pas, surtout amener en Suisse, n'est-ce pas, les enfants victimes de la guerre, surtout les brûlés, par exemple, pouvaient, dans une certaine mesure, n'est-ce pas, alimenter la propagande pacifiste. Donc, d'une part, les autorités vietnamiennes étaient assez méfiantes, et d'autre part, il y avait une forte résistance de la part des Américains. M. Kaiser a indisposé pas mal de gens, même au département politique fédéral, n'est-ce pas? Mais justement, c'est cela qui m'a frappé. Parce qu'il m'a montré, entre autres, une lettre qu'il avait écrite aux autorités communistes du Nord-Vietnam, n'est-ce pas? Et la réponse des Nord-Vietnamiens, n'est-ce pas, qui demandait de sa part, n'est-ce pas, une prise de position contre les Américains, contre la guerre du Vietnam, n'est-ce pas? Et il l'a refusé absolument, parce qu'il a dit que quelle que soit l'origine, il ne s'occupe pas des origines du conflit, mais il s'occupe des résultats du conflit, donc des victimes du conflit. Et cela vraiment m'a fait voir que c'est un homme qui peut être difficilement, n'est-ce pas, en fait, influencé par la propagande, n'est-ce pas, ou une infiltration politique quelconque. Avec l'accord des autorités sud-vietnamiennes, Terre des Hommes fait venir quelques-unes de ses petites victimes. À l'hôpital de Montet, on s'efforce de reconstituer leur santé déficiente. Mais pour rendre à ces visages une apparence humaine, c'est en Angleterre qu'il faut aller. À Londres, le docteur Watson, spécialiste de la chirurgie plastique, opère gratuitement ses enfants. Tran Thi Tonh est aujourd'hui retourné au Vietnam avec un nouveau visage. Luan, petit gardien de buffle, a été plus durement touché. Le docteur Watson l'a opéré 23 fois. Orphelin, Luan a trouvé à Londres une nouvelle famille. 3 frères et sœurs, un père, une mère. La grande morale de Terre des Hommes, si je veux, je peux, c'est tout. Alors, un seul remords, c'est de ne pas l'avoir fait 20 ans plus tôt, c'est dégueulasse, c'est tout. Il me fait penser à un moine du Moyen-Âge, n'est-ce pas? Menant une vie ascétique, n'est-ce pas? Enfin, ne cherchant pas de publicité personnelle, n'est-ce pas? Et un homme complètement, n'est-ce pas, dominé par ses convictions, ne cherchant rien pour lui-même, voulant vraiment travailler, n'est-ce pas, pour sauver les victimes des injustices sociales, n'est-ce pas, des violences surtout. Moi, je dirais que c'est une espèce de condottière qui finalement a l'avantage d'être un peu anachronique, en ce sens que c'est vraiment un homme d'action, c'est un homme qui ne mâche pas ses mots, c'est un personnage un peu de la Renaissance, comme ça, qui a un idéal merveilleux, qui s'attache aux valeurs humaines, sa conception des valeurs humaines, et qui finalement s'attache au cas individuel. Vous savez,
André Gide disait que l'homme est plus intéressant que les hommes, chacun est plus précieux que tous. Alors moi, je crois que finalement, c'était une devise un peu pour Edmond Kayser, ça. Et il avait cette tendance de vraiment ruer dans les brancards, de dire les choses d'une manière très agressive. Et au fond, c'était très utile pour le haut-commissaire et pour le haut-commissariat, parce que lui réussissait quelquefois à stimuler l'opinion publique. Il était un peu l'empêcheur de danser en rond, au fond, n'est-ce pas? Et alors, en créant cette espèce de sensibilisation, il facilitait aussi notre action au niveau des gouvernements. Biafra, 1968. Une guerre horrible dont les enfants seront à nouveau les premières victimes. Les troupes du Nigeria fédéral entreprennent un blocus systématique et impitoyable pour faire rendre gorge au Biafra sécessionniste. J'attendais Kayser. Kayser qui sort, qui se présente, on se touche la main, il me regarde bien droit dans les yeux, comme c'est son habitude, et il me dit « Monsieur Troyon, il paraît que vous êtes fasciste. Moi, je passe pour communiste. Je pense qu'on va faire de très bon travail ensemble. » En fait, nous n'avons jamais parlé de politique ensemble. On n'avait pas le temps. Nous avons tout de suite visité avec Kayser des mouroirs, c'est-à-dire des endroits où étaient rassemblés des petits corps mourants par centaines, une odeur effroyable. Et le problème était le transport. On a réussi à trouver un camion. Pour avoir des roues au camion, j'ai dû faire des échanges, un cigare contre une roue. Enfin bon, on passe les détails. Et nous arrivons sur une route du Biafra, à Ouli, la ville d'Ouli, qui a été transformée en aéroport. Et là, tous les soirs, posaient des avions du style DC-3, DC-4, voire plus gros, qui apportaient des munitions et des armes, trafic d'armes. Et quand on est arrivé là-bas, on a constaté que les avions repartaient à vide. Alors je me suis approché des avions pour leur demander de bien vouloir prendre les 100 enfants que nous avons transportés, en fait, 12 jours de suite, 10 fois 100. Donc 1200 enfants ont été transportés de Ouli au Biafra jusqu'à Libreville, au Gabon, où le docteur Menet avait organisé la réception. Et un jour, Kayser est apparu avec son avion pour venir chercher nos enfants. C'est-à-dire qu'il évacuait un certain nombre d'enfants du Biafra pour les soigner ailleurs. Et d'ailleurs, à l'époque, moi, je travaillais avec le CICR, avec la Croix-Rouge internationale, ça nous paraissait très discutable. Mais il était là, il fallait être là. Comment se passait l'évacuation des enfants? Eh bien, ils arrivaient en camion, on faisait les vols que de nuit, parce que j'avais essayé au premier vol de venir de jour et on s'était fait tirer par la DCA, mais de très très près. Alors j'avais bien compris qu'il ne fallait venir que de nuit. Et on les amenait en camion et on les montait dans l'avion et on décollait de nuit. C'était un sport assez dangereux parce qu'il y avait pas mal d'avions de différentes organisations. Naturellement, on volait tout feu éteint et on n'avait pratiquement pas de liaison radio. Alors parfois on se croisait dans le noir de très très près. On voyait un truc vous passer à ras du nez, c'était assez terrifiant. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'opposition de la part des autorités locales? Très grosse opposition. Le général Ojukwu, qui commandait l'État du Biafra, à l'époque, ne voulait absolument pas laisser sortir les enfants, en se disant sans doute que c'était une mauvaise image de marque ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, Edmond Kayser s'est littéralement battu contre lui. J'ai même eu peur pour lui. Je me dis, il va se retrouver en prison ou au pied d'un mur. Et finalement, ça a marché parce qu'il est tellement obstiné quand il a décidé qu'il fallait faire quelque chose qu'il y arrive. Quand il y a eu la réconciliation entre le Nigeria fédéral et le Biafra sécessionniste, il a fallu évidemment réunir les enfants avec leurs familles. Et là, ça a été le travail du HCR, parce que c'était un travail qui avait une dimension diplomatique un peu plus complexe. Et c'est nous qui avions organisé le pont aérien pour ramener les enfants vers leurs familles dans les provinces de l'Est du Nigeria. Et là, j'ai travaillé beaucoup avec Kayser. Si nous avions, au moment où nous sommes rencontrés, au moment du Biafra, su qu'il fallait passer par les médias plus que nous ne le savions à l'époque, peut-être que
nombreux enfants ne seraient pas morts au Biafra, parce qu'on aurait pu éviter d'une façon ou d'une autre en faisant plus de tapage. Nous n'avions pas encore inventé la loi du tapage. Je crois que nous l'avons inventé plus tard. Les médias, c'est un tambour, il faut bien taper dessus. Parfois, on tape à côté. Bon, lui, étant peut-être trop exigeant, peut-être trop entier, peut-être trop noble, peut-être moins pute que moi, est un peu réticent. Je le comprends très bien. Je l'admire d'autant plus pour ça, d'ailleurs. J'étais parmi les premiers journalistes à suivre ce conflit. Et en arrivant là-bas, Edmond Kayser y était déjà. C'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Et là, j'ai découvert un Edmond Kayser, je crois comme on l'imagine mal. Il était effondré par le spectacle qu'il voyait. Il s'est assis sur les marches d'un baraquement. Et immédiatement, un enfant est venu vers lui. Il l'a pris dans les bras. Un deuxième enfant est venu. À la fin, il y avait sur Edmond Kayser une grappe d'enfants. Et Kayser ne nous voyait plus. Il était un monument de tendresse et d'amour qui essayait de donner tout ce qu'il pouvait à ses gosses. Papa me donne toujours des mimi. Alors quand sort d'école, il me donne toujours des mimi. Qu'est-ce qu'il a dit votre mari quand vous l'avez annoncé que vous avez fait des démarches pour adopter une petite fille? Oh, rien, il était d'accord. Oh non. Parce que moi, j'avais entendu ça à la radio. Alors, j'ai pris directement le téléphone et puis j'ai téléphoné directement à M. Kayser. Ah oui, mais il fallait descendre à Lausanne, donc je suis descendue un jour. Après, on est redescendus les deux. Ça a transformé votre vie? Oh oui. Insensible aux arguments de race, de déracinement et d'identité culturelle, Edmond Kayser prône l'adoption internationale, une idée révolutionnaire pour l'époque, comme en témoigne celle qui fut pendant plus de 15 ans responsable de l'adoption à Terre des Hommes. Pour l'équipe avec laquelle je travaillais moi-même, c'était une expérience extraordinaire parce que nous avions le privilège de choisir pour l'enfant la famille qui nous semblait la meilleure, d'accueillir l'enfant après, bien sûr, des démarches très longues à l'étranger, et ensuite de voir son évolution qui, dans la majeure partie des cas, était heureuse. Vous deviez donc faire une évaluation, entre guillemets, des couples. Oui, nous faisions une évaluation même très sévère, et on nous reprochait parfois d'être trop durs. Mais mon critère à moi, c'était: est-ce que je mettrais mon propre enfant dans cette famille? On fera tout notre possible pour la rendre heureuse et tout ça. Vous pensez que la différence de peau n'aura pas d'importance dans son éducation? J'espère que non, voyez-vous. Et c'est pour ça que malgré tout, je préfère quand même un enfant d'Afrique du Nord qui ne soit pas trop noir, surtout pour elle plutôt que pour nous, voyez-vous, pour pas qu'elle ait trop à en souffrir. Une question encore, est-ce que vous l'avez déjà vue, madame? Oui, je l'ai vue à l'aéroport. Vous avez guigné en quelque sorte? J'ai guigné, mais elle est superbe. Edmond Kayser et Terre des Hommes ont su convaincre. Cette Suisse qu'on disait égocentrique, frileuse, repliée sur elle-même, s'ouvre largement à l'adoption. L'exemple de personnalités de tous bords accélère encore le processus. Je dois vous dire une chose, c'est que quelque temps après avoir adopté Abdel, j'ai été, m'a-t-il semblé, touché par une espèce de grâce. Je me suis dit, voilà ce que va être ma vraie démarche désormais. Je vais me consacrer aux enfants, je vais faire des choses. En voyant ce petit noir chez moi, ce gosse qui était tout fruste, tout rugueux et tout mal foutu, tout aigroteux, tout malade, hein, j'ai d'abord le remettre d'aplomb et puis lui apprendre à vivre sa démarche, à en faire quelqu'un. Bon, je vais le faire pour d'autres, je vais le faire pour beaucoup, pour le plus possible. Ce que je vais gagner, je vais le consacrer à ça. J'ai eu une espèce de bouffée de grande noblesse humaine. Et puis cette bouffée a capoté. Vous savez pourquoi? À cause de la vie, à cause de cette érosion qui fait que chaque jour on a des préoccupations, etc. Et puis j'ai été boulotté et mes bonnes intentions ont sombré corps et mal, pas corps et bien. C'est pas tout le monde qui peut être Kayser. Cette espèce d'apôtre émacié, cette espèce encore une fois, d'homme en colère, ce type furieux qui va boxer le mal de là où il se trouve, je vais vous dire, mendier pour soi-même, c'est, je pense, un des actes les plus dégradants qui soient. Hein. Mendier pour les autres, c'est l'acte le plus noble que je connaisse.
Près de 20 ans plus tard, que sont devenus les petits adoptés d'alors? Notre équipe a retrouvé à Parme, en Italie, l'un d'entre eux, célèbre bien malgré lui. Ruote basta, perfetto. Apri le gambe senza tornare su. Aprite bene, di più, perfetto. Ruotare di più, più veloce, più veloce. La première fois, je suis né, voilà. À quelle année? Mais en 1956, ça c'est ce qu'on dit. Mais ma vraie naissance, en fait, ça a été en 1964, le 15 août, en fait, le jour où je suis arrivé en Suisse. Parce que par un miracle de la vie, etc., je me rappelle de rien à peu près, de ce qu'a été ma vie antérieure, et je me rappelle seulement le jour où je suis arrivé, en fait, en Suisse. Alors, ça fait qu'on fête toujours mes 2 anniversaires, mon vrai et puis celui-là. Et puis un beau jour, au lieu de refaire toujours les mêmes documents pour le permis de séjour, etc., papa m'a demandé un jour si je voulais être son fils. Si lui pouvait être mon père, c'était plutôt ça. Alors j'ai dit oui, et puis on s'est adopté. Moi, je n'ai jamais considéré comme père adoptif, ni lui comme fils adoptif. Je ne me suis jamais senti adopté. Ça fait que on a les mêmes rapports qu'un père qui aime son fils et vice-versa, quoi. Facciamo un po' di ginnastica respiratoria. Sì. Lei mi mette una mano qui sul torace, quest'altra invece sulla pancia. Alors, la pancia. Je crois qu'il a une grosse qualité. Celle d'aimer, sa capacité d'aimer, je crois. Ça, c'est assez incroyable. Et ça, c'est ce que, justement, m'a aidé énormément toute mon enfance, quoi. Même quand il n'était pas là, on sentait sa présence, son amour, etc. Par les petits billets qu'il te laissait avant de partir. Avec quelques mots, disons, il arrive à communiquer tout son amour. Autant il arrivait à aimer avec très peu de mots, mais avec beaucoup de sentiments, autant il arrivait à t'engueuler avec très peu de mots, mais beaucoup de sentiments. Un amour l'un pour l'autre, vraiment au-delà des paroles. Je sais qu'il était, enfin je sais que ce qui lui pèse, c'est qu'il était souvent en voyage, mais il faut qu'il sache que finalement, vu après des années, l'absence n'a pas voulu dire la non-présence, finalement justement par cette tendresse. Et qu'il nous a façonné de racines profondes, de conceptions de vie, de choses essentielles qui, pour nous, sont un bagage extraordinaire pour la vie. Je me suis en train de me rendre compte. Il a été très content, je crois, que j'ai choisi de chanter. Et on fait de temps en temps de la musique ensemble, pas très souvent. Vous n'avez jamais eu le désir de l'imiter dans ces différentes activités humanitaires? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis probablement trop égoïste, peut-être. Il me dit que non, mais j'ai du mal à me convaincre. Enfin, quand on voit justement ce qu'il fait, ce qui se passe autour de moi. 1971, Inde, État du Bengale. Au Bengale, sur sol indien, sont actuellement peut-être 8 millions de réfugiés exposés à la mort dans quelques mois à brève ou moyenne échéance, si les nations prospères ne se jettent à leur secours et que nous ne les prenions selon les valeurs morales dont nous faisons paravent, chez nous, fraternellement, humainement et à jamais.
si les 300 000 couples suisses qui actuellement n'ont pas d'enfants avaient chacun un enfant, 300 000 nouveaux citoyens suisses seraient là demain et nous devrions bien les accueillir. J'ai entrepris hier une grève de la faim qui ne cessera qu'à l'arrivée sur sol suisse d'un premier avion rempli de réfugiés du Bengale, choisi parmi les plus malheureux, la priorité étant donnée à des enfants abandonnés ou orphelins. Jacques Rolland commence alors un jeûne de solidarité et de protestation contre l'article d'un certain Heurtebise assimilant Edmond Kayser à un preneur d'otages. Toute la presse s'en est mêlée, les journalistes sont venus me photographier sur mon lit de douleur. La Tribune de Genève n'a pas raté le coup de me mettre haut comme ça en manchette, comme j'étais dans le journal concurrent. Et puis ensuite, j'ai profité de l'occasion pour lancer un journal spécial qui m'a été offert par les imprimeries réunies de Lausanne. Il faut aussi dire, de temps en temps, quand les grosses boîtes ont un joli geste, parce que ça représentait de l'argent, on a tiré à 25 000 exemplaires, ça a fait 30 000 balles pour Edmond Kayser, pour la bonne cause, quoi. Vous souvenez-vous d'avoir commis en qualité de scénariste un petit bout de bande dessinée? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Ah non, bon, ça c'est les coups tordus de la télé en direct. C'est un hold-up dont les malfaiteurs apportent le butin à Edmond Kayser. Eh ben oui, ça c'est drôle. C'est bon, dis donc. Je ne regrette pas, c'est une bonne action. Puis c'est bien dessiné, naturellement, par André Paul, la cool girl du Bundeshaus. C'est pas mal. Convaincu de la bonne volonté des autorités fédérales, Edmond Kayser cesse une grève de la faim qui aura duré 14 jours. Souvent traité de provocateur, Edmond Kayser s'en prend à tous les pouvoirs, à toutes les autorités, fût-ce celle du souverain pontife. Je trouve que aussi quand il excède un peu, quand il fait le provocateur, que c'est un peu dans son caractère, le monde c'est toujours en bonne foi. Il accepte qu'on critique ses provocations, il accepte qu'on les rembourse aussi. Mais j'ai eu des épreuves pas seulement de tolérance, mais d'affection de pour mon condition de prêtre, vraiment touchant. Quand j'étais à Cameroun, nous étions seuls, dans un immense immeuble, c'était un grand séminaire vide, et j'avais personne qui pouvait m'aider, assister pour ma messe. Pour servir la messe? Oui, pour servir la messe. Et Mondo, je savais qu'il était laïque, il était juif aussi, et il s'est prêté merveilleusement, volontairement. Il a dit, mais c'est pas de problème, moi, je suis moi. À part que la sainteté n'est pas une exclusivité de l'Église catholique. L'Église ne revendique pas pour soi cette exclusivité. Je pensais à lui comme un saint laïque, un saint laïque. 26 mai 1972, Assemblée générale de Terre des Hommes à Berne. Une fraction de l'assistance tente de mettre le fondateur en minorité. La conciliation échoue, la scission est consommée. Il y aura désormais deux mouvements, Terre des Hommes suisses et Terre des Hommes fondés par Edmond Kayser. Ces gens-là ont pensé qu'il valait mieux s'attaquer aux causes du mal plutôt qu'aux effets. Edmond pense le contraire. Il y a également une notion d'aide au développement que nous ne faisons pas, nous, systématiquement, dans nos programmes. Nous avons une certaine logistique qui nous permet de mieux travailler, mais nous ne faisons pas systématiquement une construction de routes, de creuser un puits, des choses de ce genre-là. Et puis, d'un autre côté, nous ne soutenons aucun mouvement revendicatif dans les pays dans lesquels nous sommes. Or, ces personnes-là, à juste titre, s'ils le pensent, le font, ce que personnellement je ne critique absolument pas, mais il fallait à ce moment-là ne plus le faire sous la bannière Terre des Hommes. On peut se sentir agressé par Edmond Kayser
agressé parce qu'il fait appel à notre conscience, il nous met en face de nos responsabilités et on vit dans un monde où on n'aime pas être dérangé. C'est vrai qu'Edmond Kayser peut parfois nous empêcher de dormir, nous couper l'appétit en nous montrant tant d'injustice, d'horreur, de souffrance. Les actions de ce chevalier des temps modernes ne se comptent plus. Il n'est pas un endroit du globe touché par la faim, la misère ou la guerre qui ne l'ait vu accourir et mettre sur pied des programmes d'urgence et à long terme. Edmond Kayser arrive là où les autres ne peuvent ou ne veulent pas aller. À preuve, les mutilations sexuelles aux femmes couramment pratiquées dans de nombreux pays d'Afrique. Une nouvelle croisade qui commence en 1977. Quand j'ai publié mon pamphlet ou essai féministe qui s'appelait Ainsi soit-elle, il y avait un chapitre qui était consacré aux mutilations sexuelles et qui n'avait fait d'effet que dans les magazines féminins en France parce que les questions féminines, je crois, ne sont pas considérées comme des questions d'intérêt général. Et le seul, au fond, qui m'ait fait confiance, qui était indigné par ce chapitre qui parlait des mutilations sexuelles que subissent 70 millions de femmes en Afrique, c'est donc pas un petit détail dans une tribu, le seul qui m'ait fait confiance, c'était Edmond Kayser, qui m'a téléphoné, qui m'a fait venir, qui a organisé une conférence de presse. Comme c'était un homme, qu'il était très respecté, beaucoup de journalistes sont venus, il y a eu un article dans Le Monde, dans divers journaux, et je crois que c'est lui qui a aidé à déchirer ce tabou et ce voile du silence sur ce scandale des mutilations sexuelles. Depuis des années, il nous alerte là-dessus. Excision, incendible, etc. Bon. Et ça, il est le seul à le faire. Les organisations humanitaires qui ont pignon sur rue et bonne conscience universelle, alors ça, faut pas. Je trouve que c'est après tout la culture de chacun et on doit les respecter. Mais non, on ne doit pas respecter les gens qui torturent. C'est pas vrai. Et là-dessus, il nous alerte beaucoup mieux que les autres et avec une constance. Il a du suivi dans l'indignation, Edmond. Ça, c'est formidable. Dans cette bataille, Edmond Kayser trouvera dès 1983 l'oreille favorable de l'homme fort d'une haute volta rebaptisé Burkina Faso, le jeune capitaine Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Et avec Sankara, il a négocié, pas à pas. D'abord, il a dit, bon, d'accord avec vous, il faut procéder au moins en saison sèche. Il faut interdire l'excision en saison de pluie où les infections sont plus nombreuses. Deuxième pas, il faut au moins que nous obtenions que les matrones qui pratiquent l'excision stérilisent les instruments qu'ils utilisent, n'utilisent plus des couteaux de cuisine rouillés, créant des blessures irrémédiables. Et peu à peu, Sankara est entré dans le jeu. Et dans cette stratégie kaysérienne, a été poussé à bout. Kayser est retourné, a écrit à Sankara, m'a chargé de messages pour Sankara. Et Sankara, pas à pas, conduit par Kayser, est arrivé jusqu'à l'abolition totale de cette excision mutilante, déstructurante pour le psychisme et pour le corps des jeunes femmes. Ici en Suisse, on ne connaît pas ce Kayser-là. On connaît le Kayser prophète, apôtre, qui affirme ces certitudes, qui sont les miennes aussi, mais on ne connaît pas ces stratégies subtiles qu'il met en œuvre sur le terrain et qui ont fait un bien immense dans beaucoup de peuples du tiers-monde. 26 mai 1978, Edmond Kayser commence à Santiago du Chili une grève de la faim par solidarité avec celle entreprise par les familles des disparus. Noël 1979, nouvelle grève de la faim pour obtenir du Conseil fédéral l'interdiction totale des exportations d'armes suisses. Plusieurs années auparavant, Edmond avait imaginé ironiquement une autre stratégie dans ce domaine. C'était un soir où nous étions réunis avec le Conseil exécutif de Terre des Hommes à Sauvablain, qu'Edmond était tout à fait à côté des propos et son fou rire nous inquiétait quand il nous a finalement confié qu'il avait postulé pour le remplacement du Conseil fédéral sortant, M. Chaudet, à la seule condition d'être nommé responsable des crédits militaires à des fins plus utiles.
Est-ce qu'on lui a envoyé des formules? Alors oui, les formules sont venues, c'est ce qu'il y a de marrant. Et alors il hésitait à les remplir, et puis ça finit par un grand éclat de rire, et il a tel excès qu'il se désistait. C'est un formidable emmerdeur. C'est le plus extraordinaire Cyrano de Bergerac, d'Artagnan, de l'humanitaire. D'abord, il a commencé avant nous, et je trouve honteux qu'il n'ait pas le prix Nobel. Honteux. Quand je pense que ces petits médecins, cardiologues américains et cardiologues russes, se sont entendus pour avoir le prix Nobel sans avoir jamais rien fait, sans avoir rien connu du monde, sans avoir travaillé sur une idée de la paix, qui est une idée du KGB en gros, et que Edmond Kayser, qui a fait tant pour les enfants, n'ait pas le prix Nobel, vraiment c'est honteux. Le monde découvre l'incroyable odyssée des boat people fuyant le Vietnam et livrés sans défense aux pirates de tous bords. Edmond Kayser s'alarme et fonde en 1981 avec le docteur Kouchner le Comité international contre la piraterie. Il fait armer un vieux cargo, le Hertha S, pour tenter de recueillir les boat people. Edmond suit l'opération depuis Lausanne et trouve une idée pour donner plus de poids au témoignage. Ils ont eu l'idée de m'envoyer sur un bateau là-bas, dans le golfe du Siam, en se disant que ça serait plus efficace du point de vue des médias si si c'était quelqu'un, pas un journaliste qui allait sur place et qui portait témoignage à rentre. Ils se sont dit, un chanteur, ben ça va titiller les journalistes. Alors voilà pourquoi ils m'ont envoyé, et puis moi j'ai accepté bien sûr de grand cœur. Les volontaires de l'Hertha S découvriront un premier groupe de boat people pratiquement sauvés qui attendent sur un élément de plateforme pétrolière. Ravitaillés, ils seront embarqués par la Croix-Rouge quelques jours plus tard. Alors ensuite, nous sommes remontés vers les côtes du Vietnam, et là, le capitaine, je dois dire, n'était pas du tout d'accord, parce qu'on tirait un peu la moustache à Ho Chi Minh, et on était presque en vue des côtes, pratiquement on était en vue des côtes d'ailleurs, quand nous avons trouvé un de ces sampans qui était surchargé, prêt à couler, et que nous avons pu recueillir. Il y avait 52 personnes sur une embarcation qui faisait à peu près 9 mètres de long, à peine 9 mètres, et qui était enfoncée presque au plat-bord. Heureusement, il faisait très beau ce jour-là, mais la moindre vague, ils arrêtaient par le fond. Et heureusement aussi que j'avais convaincu le capitaine de venir si près des côtes, ce qui fait qu'il n'était pas en mer depuis longtemps, parce qu'il n'y serait pas resté longtemps. C'était tout de même une entreprise très aventureuse. Est-ce que vous aviez emporté des armes? Eh bien non, on ne pouvait pas pour des raisons techniques, parce que vous savez, dans les pays comme Singapour, d'ancienne obédience anglo-saxonne, les armes sont strictement interdites. Je n'ai même pas pu avoir un pistolet à fusée pour tirer des signaux. On m'a interdit. Mais alors ma femme avait fabriqué des cocktails Molotov. Elle avait appris le coup dans la résistance, et j'avais acheté 2 machettes. Alors avec ça, on était parés pour survivre à toutes les attaques. Singapour, les autorités locales qui interdisent le débarquement se heurtent à la farouche détermination du commandant Bourdins. Ben, j'ai employé la manière forte, c'est la manière douce forte, quoi. Je les ai eu au chantage, j'ai dit je fais la grève de la faim. Tant qu'on ne débarquera pas ces gens, je ne mangerai pas. Alors ça a duré 8 jours à peu près. 8 jours. Est-ce que vous savez qui, du côté des autorités officielles, a finalement débloqué les choses? Eh bien, j'ai été énormément aidé par le haut-commissaire aux réfugiés à Singapour, qui était un gentleman indien, d'une éducation parfaite et d'un grand dévouement, et le chargé d'affaires suisse et l'ambassade de France, qui ne pouvaient pas très bien intervenir officiellement, mais qui sont allés voir les autorités locales en disant hein, vous voyez ce pauvre commandant Bourdins qui est en train de mourir de faim, la grande scène d'Ude. L'autorisation de débarquer est enfin accordée, le Hertha S a rempli sa mission, 52 boat people ont été sauvés. En rentrant, ben j'ai parlé à la télévision, j'ai parlé aux journaux, il y a eu des conférences de presse et tout, pour sensibiliser les gens et pour bêtement récolter de l'argent. Voilà. Est-ce que cette aventure t'a inspiré une chanson? Ben, disons que d'abord, ça m'a permis de rencontrer Edmond Kayser. Il y a longtemps que j'entendais parler de lui. J'étais très heureux de le rencontrer. Pour moi, c'est un saint. C'est un homme avec un grand H. Et j'étais vraiment plein d'admiration pour lui. J'ai pas fait de chanson directement sur l'aventure des boat people parce que c'est difficile à parler de ces choses-là. J'ai ramené une petite chanson qui raconte plutôt une escale en Malaisie.
d'un vieux port de Malaisie, pourri sur pied sous le soleil. L'alcool de la dernière nuit engourdit encore ma cervelle. Une grosse chinoise assoupie au bar attend la clientèle. La chaleur de l'après-midi coule sur les murs du bordel. Ici, quand on y met le prix, on peut s'en payer de plus belle, comme partout d'ailleurs, et puis on retrouve au creux des bouteilles comme un bout de solitude, une envie d'aller plus loin, et cette folle certitude que quelque part il y a quelqu'un, comme un bout de solitude. Voilà, alors Edmond Kayser, c'était la première partie de notre émission, l'évocation de votre destin, l'évocation de tout ce que vous avez fait. D'ailleurs, je pense que les téléspectateurs comme moi auront été frappés par la permanence de votre action et par le nombre de choses que vous avez faites, de terrains sur lesquels vous vous êtes battu dans le monde entier. Alors, avant qu'on regarde la deuxième partie, est-ce que vous avez un point précis? Vous aviez pris beaucoup de notes là pendant... Oui, pas beaucoup, mais j'ai deux, trois petites choses à dire quand même, rapidement. Vous m'avez dit au début que j'avais sacrifié ma vie. Je n'ai pas sacrifié ma vie, je l'ai vécue. Les sacrifiés sont ceux précisément qui sont par terre. Ensuite, Edmond Kayser, en fait, on n'est jamais tout seul. Moi, je n'ai été qu'un monsieur qui passait, qui a vu, qui a senti, autour de ceux qui souffrent, se monte la cathédrale de ce qu'il faut faire. Et j'ai demandé à d'autres de le faire. C'est un travail de macro, si vous voulez. Donc j'ai senti, j'ai demandé aux autres, c'est les autres qui ont fait. Bon, en fait, de apôtre, on a parlé d'apôtre et de prophète. Je suis ni l'un ni l'autre, il ne ressemble à rien de tout ça. Mais alors, j'aimerais rendre un hommage particulier au commandant Henri Bourdance, qu'on a vu deux fois là, qui était à la fois au Biafra et ensuite pour les Boat People, dont José, la femme qu'on vient de voir, est morte il y a 4 ou 5 jours. Et qui était dans ces fameux avions que nous arrêtions. On faisait de l'avion stop au Biafra, on disait « Commandant, est-ce que vous voulez me prendre ces enfants ?» Alors elle les prenait et les plaçait par terre, il n'y avait pas de siège, les uns à côté des autres, avec ses yeux bleus. Alors ces enfants qui allaient mourir, qui ne sont pas nécessairement morts, dès qu'ils étaient posés dans ces mains de tendresse de José Bourdance, s'endormaient dans l'avion. C'était fini, la mort était morte, et les enfants allaient vivre pour ceux qui ont vécu, c'est-à-dire la grande majorité de ceux qui ont pu, comme le rappelait Kouchner tout à l'heure, être sortis du Nigeria, du Biafra, pour être placés au Gabon. Alors quant au reste, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, sauf que nous avons tous, alors parce que je ne travaille pas tout seul, dès le début, on n'est jamais tout seul, on est tout seul dans la première minute, il faut bien que quelqu'un commence, ensuite viennent les autres. Alors c'est le sentiment absolu qui est durable, permanent, comme dirait de nouveau Kouchner, de l'imperfection absolument totale, quotidienne et constante du travail que l'on fait. Autrement, je ne vois pas très bien ce que je peux dire de plus là-dessus. Les enfants ont dit tout seul ce qu'il y avait à dire. Alors, voilà. On aura l'occasion tout à l'heure de revenir sur certaines des choses que vous avez dites maintenant ou qui ont été dites dans le film, car de nombreux thèmes sont sous-jacents, on en parlera tout à l'heure. Mais je vous propose de suivre maintenant avec moi la deuxième partie de cette émission qui est consacrée à votre aujourd'hui, et notamment avec un petit film que Charles Santini et Jacques Huvillers ont réalisé avec la collaboration de Madeleine Chaulier et d'El Gadouchek, qui est consacré à ce que Edmond Kayser fait aujourd'hui. Regardez avec moi, Edmond. 17 novembre 1987, Genève-Cointrin. Une équipe du téléjournal attend l'arrivée d'Edmond Kayser, qui rentre du Burkina Faso. À l'heure où la plupart de ses contemporains jouissent d'un repos mérité, cette alerte septuagénaire ne connaît pas le mot retraite. Toujours sur la brèche, il ne cesse d'être à l'écoute des détresses, de témoigner et de nous alerter. On peut dire de lui, il est humain, mais rien de ce qui est inhumain ne saurait lui être étranger. Sa maison de Lausanne, Edmond Kayser en a fait le quartier général de Sentinelle, mouvement fondé avec quelques amis au début des années 80, à un moment où il estime que le bateau Terre des Hommes est suffisamment adulte pour se passer de son capitaine fondateur.
Sentinelle au secours de l'innocence meurtrie et non plus au secours des seuls enfants, pour conduire aussi sur le terrain des actions dont le caractère plus accusé aurait pu gêner dans certains pays les programmes déjà en place de Terre des Hommes. D'où ce récent voyage au Burkina Faso. Quels sont les programmes que vous avez mis en place là-bas? Alors là, après avoir sillonné ces boucliers, on a parcouru le pays que je connaissais déjà. Alors nous sommes allés là-bas pour resserrer les boulons d'actions entamées au mois de juillet. Alors d'une part, il y a les enfants perdus, trouvés, égarés, dans des détresses parfois inimaginables, qui traînent quelque part. Alors d'accord avec le directeur de l'administration pénitentiaire, au lieu de les mettre en prison, ce qui serait le cas normalement, ou dans des lieux de détention quelconques, alors nous leur offrirons ce qu'on offre à d'autres enfants semblables au Togo voisin, un lieu qui s'appelle l'Oasis, où ces enfants sont amenés, accueillis, aimés, jusqu'au moment où les parents viennent les rechercher, ou au contraire, on évitera que les parents ne reprennent des enfants pour continuer à les supplicier. Hein. D'autre part, les jeunes filles qui sont à la rue, des toutes petites, souvent des jeunes qui exercent une prostitution qu'on appelle au tabouret, parce qu'on est assis sur un tabouret, il y a une chambre, si on peut dire, derrière, et qui, pour 1 franc suisse la passe, pourront se donner dans une misère effroyable, aucune conscience ici, mais qu'il est aisé de les en tirer, pour autant qu'on s'y attache, dans la mesure du possible. Et puis, les mutilations sexuelles aux filles, dans quelques mois, financé par Sentinelle, aura lieu un congrès interafricain, Burkina Faso, sur et contre les mutilations sexuelles aux filles, qui sont précisément le sort général des filles du Burkina Faso. Nous sommes une toute petite équipe et chacun et chacune a des tâches qui lui sont propres. Mais en plus de cela, bien sûr, on se consulte. On arrive, par exemple, moi je m'occupe plutôt de l'Amérique latine et Hoda d'autres pays, de l'Afrique du Nord. Or, nous avons souvent des cas qui sont très semblables, car les détresses, malheureusement, elles se ressemblent partout dans le monde. Et alors c'est clair qu'on se consulte, on dit, bon, qu'est-ce que tu fais toi dans ce cas, etc. Est-ce que c'est un hasard que l'équipe de base de Sentinelle soit composée de femmes? Non, c'est pas du tout un hasard que... D'ailleurs, même l'équipe de base de Terre des Hommes, au départ, c'était composé... Il y avait beaucoup de femmes, mais c'est une complicité féminine qu'il y a entre Edmond Kayser et les femmes, très profonde. C'est vraiment... Il a une sensibilité tout à fait féminine et qui trouve son reflet chez toutes les femmes. Et c'est pas du tout par hasard qu'il n'y a que des femmes. Il comprend mieux la femme, les femmes parce que le langage de la femme, finalement, c'est un langage de bon sens. Et c'est le langage d'Edmond Kayser. Quand je vois de loin notre collaboration, il y a énormément de gaieté. Ce qui aussi est une chose qui ne paraît pas évidente pour qui ne connaît pas Edmond. Énormément de gaieté parce que c'est quelqu'un qui ne se prend absolument pas au sérieux lui-même. Bon, il a même un côté clown, je dirais. Il s'amuse beaucoup dans le travail même. La seule chose qu'il prend au sérieux, c'est les êtres dont il s'occupe et les causes dont il s'occupe. Mais lui-même, jamais. Alors la relation est finalement très facile et joyeuse, je dirais. Est-ce qu'il lui arrive de vous enguirlander? Enguirlander, je ne dirais pas, mais il arrive des moments où il est facilement exaspéré et suprêmement exaspérant. Alors là, il peut y avoir des petites... tensions au bureau, des fois des grosses, mais c'est jamais profond, disons. Conquis par le Telex, Edmond Kayser en a forgé une arme redoutable pour fustiger les grands de ce monde. Ça, c'était quelques semaines, peut-être quelques mois avant la mort de M. Léonid Brejnev. Alors, bien que la presse internationale ne cesse d'y faire allusion, votre mort, M. Brejnev, n'a pas d'importance, mais il est d'innombrables êtres plus précieux et jeunes que vous qui vous doivent le deuil, la détresse, le martyre ou la mort. Nous en appelons à ce qu'il peut vous rester de lucidité et peut-être d'humanité
pour libérer quelques-unes de vos victimes. Ce ne sont pas des célébrités, mais de petites gens, enfouis dans leur souffrance et inconnus du monde, afin de ne pas entrer enfin dans vos propres ténèbres, afin de ne pas entrer enfin dans vos propres ténèbres sans avoir au moins fait cela. En voici la liste, et on avait joint à ça une longue liste de pauvres gens enfermés dans des camps et qui ne sont pas du tout Sakharov ou même Marchenko. Merci, Monsieur Brejnev. Bonne mort, Monsieur Brejnev. Il n'a pas manqué de mourir peu de temps après, en odeur de sainteté. Alors, celui-ci, c'est un nommé Nimeiri, qui était chef d'État au Soudan et qui venait de faire pendre un vieux monsieur qui ne pensait pas comme lui. Alors, son Excellence, Monsieur Ghaffar Mohamed Nimeiri, président de la République démocratique du Soudan, Khartoum, Excellence, doyen d'innombrables martyrs qui vous sont dus, vous venez d'assassiner Mahmoud Mohamed Taha, 76 ans, responsable du mouvement islamique soudanais, des frères républicains, coupable d'humanité et de fraternité, face à l'application permanente et sauvage de votre code pénal personnel, criminel et dément. Vous êtes une ordure. Vous le savez d'ailleurs, mais il n'est pas vain que cela vous soit dit. En espérant savoir bientôt votre charogne flotter au vent, je vous assure de la sincérité de mes sentiments. Alors Edmond Kayser, on peut dire qu'alors vous ne mâchez pas vos mots quand vous vous adressez aux grands de ce monde. Alors j'aimerais qu'on parle peut-être d'abord un petit peu de vos méthodes d'action, de la manière dont vous avez agi pendant toutes ces années en faveur de l'enfance malheureuse. Est-ce que vous pensez qu'il faut être comme ça, vif, donner des coups de poing? On ne pense pas qu'il faille le faire, ça part tout seul, les coups de poing. Alors les mots pas mâchés, il est préférable de ne pas les mâcher pour que l'autre les entende. Donc, tout ça, ça va de soi, ce sont des évidences. C'est un comportement né de la souffrance des autres et du besoin de faire quelque chose contre, et en prenant là, comme cible, la cible en effet, le bourreau. Mais est-ce que vous pensez que le bourreau vous répondra? J'entends par là, est-ce que certains vous diront pas, il faudrait être plus diplomate, agir un peu plus souplement? On s'en fout. Qu'ils répondent ou qu'ils répondent pas, c'est égal. Mais de prendre une gifle quand on doit l'avoir, comme M. Nimeiri, n'est jamais vain. Rien n'est vain, ni l'invective, ni la tendresse, ni la caresse. Donc je pense qu'il est utile de dire à ces gens-là ce que personne ne leur a jamais dit, parce qu'on précisément, on se tient à un devoir de respect systématique dont je ne vois pas du tout les sources ni les raisons. Vous pensez qu'il faut être irrespectueux pour agir? Pas du tout. Je le suis de base parce que je ne suis pas respectueux automatique. Donc je ne crois pas au respect automatique, c'est tout. Mais je ne pense pas qu'il faille être irrespectueux. Par exemple, on peut respecter le respectable, mais il faut détruire l'irrespectable. Et nous sommes accoutumés, on nous apprend au contraire à le respecter, l'irrespectable. Exemple, les mutilations sexuelles aux filles, les filles ou les petites femmes qu'on brûle en Inde parce que la dot est trop petite. Je ne pense pas qu'il faille respecter les régimes ou les personnes, ou les seigneurs, les féodaux, les assassins, qui veulent cela ou qui veulent que cela se perpétue. Parfois, est-ce que cette agressivité ou cette violence verbale que vous utilisez, est-ce que ça ne vous a pas parfois un peu isolé? Pardon, aucune idée. Pour l'instant, quand on marche sur une route, je ne sais pas si on se trouve isolé ou pas isolé, on marche. On vous a pas trouvé parfois trop agressif? Si, ça, peu importe, c'est pas poser de questions là-dessus. Donc. Et on reçoit des menaces assez fréquentes, et ben bon, c'est normal, donc on ne peut pas contenter tout le monde et son père. Est-ce que vous pensez, comme Kouchner le disait tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il faut faire scandale, il faut remuer à travers les médias? Est-ce qu'il faut utiliser les médias pour vraiment attirer l'attention sur les drames du monde? La différence peut-être avec lui, je ne pense pas qu'il faille en faire un procédé, mais ils sont là pour servir, et là où je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il y a un tambour, il faut taper dessus. Mais il ne faut pas que ce soit un procédé, donc la souffrance de l'autre, si elle vous révolte ou si elle vous fait pleurer, il faut se laisser aller à ses larmes ou à ses révoltes et en tirer les conséquences avec 2 épées à la main et toujours à cheval tant que la vie et la force vous en est donnée. Qu'est-ce qui vous révolte le plus aujourd'hui? Vous avez parlé des mutilations sexuelles, mais quelles sont aujourd'hui les victimes? J'entends par là, quels sont les gens qui sont... Les victimes, là, étant donné le temps qui passe, je citerai juste quelques points pour ne pas en oublier. Donc la différence avec Terre des Hommes, c'est que Terre des Hommes a 3 grands volets. Les enfants malheureux ou affamés, les enfants blessés, infirmes, malades, les enfants abandonnés ou orphelins. Pour Sentinelle, il a fallu prendre bien sûr tous les domaines que Terre des Hommes ne peut pas prendre, comme par exemple, et là c'est un drame qui touche des millions de filles et d'enfants, les filles mères et les enfants naturels qui sont offerts au pire
dans de nombreux pays, rejetés des familles, de la société et de l'État, au nom de l'honneur familial, comme on les trouve tout le Moyen-Orient, de toutes les filles qui ont pu connaître un homme ou dont on soupçonne qu'elles l'ont connu, ou qui sont enceintes ou qui sont plus vierges, et qui sont bonnes à la lapidation, à la mort. Les enfants du péché, c'est-à-dire ces enfants naturels, les enfants de l'inceste, l'application de codes pénaux, religieux ou laïcs complètement fous, exemple la lapidation précisément des filles, alors les enfants orphelins ou abandonnés, interdits d'adoption, là encore pour des raisons religieuses ou coutumières, les enfants conducteurs d'aveugles, je me suis réveillé un peu tard pour m'apercevoir de leur existence, qui sont condamnés à la servitude toute leur petite enfance parfois, et souvent toute la vie, sous prétexte qu'ils ont été prêtés, loués, vendus, ou qu'ils ont l'avantage d'être le petit-fils ou le petit-neveu de l'aveugle qu'ils conduisent. Il s'agit de libérer ces enfants de cette servitude, les enfants conducteurs d'aveugles, tout en offrant à l'aveugle un compagnon qu'on payera au prix du pays et qui pourra mener l'aveugle, et l'enfant retournera, lui, là où il devait être mené, sa vie, son enfance et sa vie, en l'immenant. Il ne s'agit pas uniquement d'un travail d'urgence, mais d'un travail d'urgence et de permanence, en prenant le petit, en lui refaisant tout ce qu'il, non seulement ce qu'il n'avait pas eu, mais ce qu'il doit avoir et n'aurait pas si on n'était pas autour de lui pour tenter de le lui donner. Mais quand on vous entend comme ça évoquer cette liste de victimes, quand on voit le film que nous avons montré tout à l'heure avec ces millions de victimes qu'il y a eu, qu'il continue d'y avoir, vous n'avez pas un sentiment de découragement, le sentiment que finalement tout ce que vous avez fait, malgré tout, il y a toujours des millions, des dizaines de millions d'enfants qui sont victimes. Tout ce qu'on a fait n'est rien du tout, ça s'empile chaque jour, tout est à faire. Le découragement, ça serait l'abandon. Alors le désespoir, tant qu'on veut, et il y a de quoi, mais c'est tout. Les découragements, il n'y a aucune sorte de raison. Il n'y a jamais eu de découragement ? Je ne crois pas, non. On peut être fatigué parfois, mais c'est tout. Mais découragé, non. Je ne vois pas pourquoi ni comment. Fatigué par quoi ? Fatigué, je ne sais pas, par la vie, par les heures qui passent, par le sommeil insuffisant, ou n'importe quoi, pas à cause du travail, mais difficulté de dormir. Vous n'êtes pas fatigué par le fait de vous dire j'ai lutté par exemple pour la famine au Biafra, ou lutté pour la famine à tel endroit, et ça recommence aujourd'hui en Éthiopie. C'est-à-dire cette espèce de permanence du drame. Bien sûr, et c'est pourquoi notre permanence, je ne dirais pas de la consolation, mais d'une approximation de justice et d'une approximation de consolation est vitale pour ceux qui mourront quand même, ou qui n'en mourront pas, et qui grâce à ça vivront. Alors, est-ce que ça ne justifie pas ceux qui vous disent, ou ceux qui disent de vous, ils s'attaquent aux conséquences et non pas aux causes, et c'est aux causes qu'il faut s'attaquer, au sous-développement, au drame économique? C'est pour ça qu'on a inventé les sociologues, qui sont par millions, les économistes distingués, les politiques, et tous ces gens dont c'est le métier précisément de s'attaquer aux causes. Alors nous ne sommes pas spécialement intelligents ni spécialisés, nous ne sommes surtout pas experts, mais quelqu'un qui pleure par terre et qu'on prend dans les bras, on s'est peut-être attaqué aux causes en séchant les larmes, en lui rendant la vie. Alors quant aux causes, c'est une autre spécialisation. De mon côté, ça ne sera pas pour cette vie-là, parce que j'ai plus le temps. Vous pensez qu'on s'attaque bien aux causes? Pardon? Vous pensez qu'on s'attaque bien aux causes? Si ce sont les experts qui s'y attaquent, je pense qu'on s'y attaque mal, surtout s'il s'agit d'Organisation des Nations Unies, entre autres. On a le sentiment que vous êtes très critique à l'égard des organisations comme les Nations Unies, à l'égard des organisations plus traditionnelles d'aide au tiers-monde, à l'égard des experts, à l'égard des hommes politiques. Vous êtes assez critique à leur égard. J'y ai vu d'assez près pour pouvoir, non pas être critique, mais les peser à leur poids. Mais en revanche, vous rencontrez parfois des gens comme Sadruddin Aga Khan, que vous avez vu tout à l'heure, qui était haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés, de même qu'actuellement Jean-Pierre Hoquet, qui est un type de terrain et qui sait ce qu'il fait, tandis qu'auparavant, M. Poula Hartley était un crétin, pour être poli, et qui était lui aussi haut commissaire pour les réfugiés de l'ONU au moment des Boat People, précisément. Et quand vous dites... Alors il avait eu à ce moment-là un prix Nobel, ce qui nous a permis de dire Poula Hartley, prix Nobel des charniers. C'était exactement ce qu'il était. Mais vous ne pensez pas que quand vous dites ça, par exemple, vous êtes excessif et injuste? Mais injuste, je ne pense pas. Agressif, ça va de soi. Mais ça risque pas que des gens soient amenés à se dire finalement il va trop loin, donc c'est pas la bonne voie. Il y en a, mais il y a les autres qui disent le contraire en disant il a bien raison, et ils disent que les autres ne disent pas. Donc le tout s'équivaut. Mais par exemple, dans les rapports que vous avez eus avec les autorités suisses, souvent on a pensé que vous étiez effectivement trop excessif. Oui, d'ailleurs, je pensais tout à l'heure à propos des enfants vietnamiens, quand ils sont arrivés au début, qu'avant Mme Kopp, il y avait M. Schmitt à la police fédérale, où toutes les difficultés au monde, ils voyaient l'invasion de la Suisse par les enfants exotiques de Terre des Hommes. Alors là, j'ai juste un tout petit texte que j'aimerais vous lire, puisque vous parlez de la Suisse et des politiciens suisses et de nos contacts avec. Alors, avant tout, un hommage reconnaissant et fraternel à Pierre Aubert,
président de la Confédération, ministre des Affaires étrangères, qui est un être humain candide, humain, naïf et pur. Et un mort, à René Pachter, petit fonctionnaire de la police fédérale des étrangers, qui fut, pour avoir voulu l'être, l'accueil et le sourire du peuple suisse à des milliers d'enfants, malades, abandonnés, blessés, infirmes ou orphelins, à qui rendre la vie. Donc il y a donc des hommes politiques et des hauts fonctionnaires qui Tout sont à bien. fait. Alors il y a aussi les autres. Alors ce petit mot, alors quant au peuple suisse, ouvert à tous, bon comme du pain, le peuple suisse est aux mains de serviteurs follement salariés, dont le manque de courage, l'aveuglement ou l'incompétence nous valent notre présence active sur tous les charniers du monde, exportation d'armes, dans tous les tripotages financiers internationaux et la protection des trésors mal acquis de truands majeurs, puis la complicité du silence offerte aux pires tyrans pour des raisons commerciales, de Khomeini à Pinochet, de la Russie soviétique à l'abominable Afrique du Sud, entre autres. Alors que le rayonnement de la Suisse permettrait à nos irresponsables responsables une politique humaine internationale d'incomparable et fructueuse médiation, enfin tendre aux humbles et dur aux durs, plutôt que dur aux humbles et humble aux durs. Bon, moi j'aime bien quand vous vous mettez comme ça en colère parce que c'est assez... Je ne me mets pas en colère, mais c'est assez j'essaye de lire avec le ton. Avec la passion, parce que c'est assez exceptionnel dans ce pays. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu injuste pour les hommes politiques dans la mesure, est-ce que vous ne pensez pas que le peuple suisse est comme lui aussi de plus en plus frileux? Il n'y a pas que des hommes. Non, j'en en parle là. Est-ce que vous ne pensez pas que le peuple suisse lui-même est de plus en plus frileux, que ceux qui nous écoutent maintenant, de plus en plus se replient sur eux-mêmes et s'engagent moins que l'opinion suisse est engagée il y a 20 ou 30 ans? Je ne crois pas du tout. Je croyais et je continue à croire que le peuple suisse est tout à fait ouvert. Dans la très grande majorité. Il y a des maniaques de la fermeture qui sont d'ailleurs guidés. Il n'y en a pas plus qu'avant? Je n'en sais rien. Pour l'instant, tous les gens que j'ai pu connaître en Suisse me semblent tout aussi ouverts qu'ils n'ont jamais été. Oui. Mais alors certains de nos qu'est-ce qu'on peut dire, de nos gouvernants, eux, auraient peut-être une tendance à la fermeture, alors qu'une certaine partie des gens peuvent peut-être suivre. On évoquait tout à l'heure dans la première partie du film, je dirais, l'émotion populaire qu'a suscité l'action des enfants algériens dans les années, fin des années 50, début des années 60 et tout. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette même émotion se retrouvait sur un drame semblable? Elle se retrouve agrandie et accrue. Toutes les collègues de la chaîne du bonheur, ou de Terre des Hommes, ou de Sentinelle, ou de n'importe qui, montrent un peuple de plus en plus ouvert, au contraire, de plus en plus nombreusement ouvert, et qui ne partage pas du tout, dans sa grande majorité, une politique de fermeture et de rejet brutal avec des menottes aux mains d'innocents qu'on ne veut pas accueillir. Pourtant, cette politique frileuse, on la retrouve dans les votations populaires. Oui. Vous n'avez pas ce sentiment? Non. Les votations populaires, on les a trouvées récemment auprès des conseillers d'État qui, follement abreuvés d'argent, donc quelque chose comme 160 000 francs par an, ont réclamé une augmentation. Alors là, le peuple vaudois les a envoyés faire foutre. Ça vous choque, ça? Qu'est-ce qui me choque? Ça vous choque, ça, qu'ils aient demandé une augmentation? Un peu. C'est absolument fantastique. Il faut un culot extraordinaire pour oser ça. Alors le peuple, là, tout bon qu'il est, les a envoyés promener. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'avaient pas honte. J'aimerais qu'on revienne à quelque chose qui est l'adoption interraciale, qui a quand même suscité un débat dans l'opinion suisse, qui a suscité un débat au sein de Terre des Hommes. Est-ce que là, vous ne vous êtes pas trompé? Est-ce que vraiment la Suisse, vous pensez, pouvait accueillir et pourrait accueillir des dizaines, des centaines de milliers d'enfants malheureux dans le monde et les adopter? Des centaines de milliers peut-être pas, mais des dizaines de milliers certainement. Alors si on pressait un peu la pédale, le nombre de couples suisses qui, valables, veulent sauver un petit est immense. Donc je pense qu'on pourrait tout à fait. Alors de ce côté-là, pour le moment, il faut bien le souligner, le gouvernement suisse est ouvert, et non pas fermé, à ses enfants pour l'adoption internationale. Est-ce que vous ne pensez pas que ce type d'adoption, qui est une chose très généreuse et chaleureuse, mais en même temps, il fallait agir sur place, mener une action de développement sur place? Oui, bien sûr, mais ce sont deux choses. L'action du développement est un développement lent, et la souffrance par terre est un développement rapide. Donc il faut ramasser par terre tout de suite et adopter précisément le petit qui a besoin de ses bras pour le prendre, parce qu'il n'en a aucun.
Bon, alors le peuple a compris ça tout de suite. D'ailleurs, dès qu'on a commencé avec cette question de soi-disant adoption, j'aime même pas le mot adoption, immédiatement tout le monde s'est lancé dessus, et pas du tout pour une mode ou n'importe quoi, mais parce que ça va de soi. Il suffit d'aller dans les pays en question et de rencontrer actuellement en Afrique ou n'importe où au monde ces enfants-là, donc abandonnés, tout seuls, orphelins, il n'y a pas de problème. La seule solution souveraine, la seule chose probablement parfaite, même quand tous les cas n'ont pas toujours réussi, par exemple de Terre des Hommes, est l'adoption. Ce n'est pas toujours le cas d'un enfant fondu au napalm à qui on ne restituera pas le visage premier. L'adoption restitue tout. Certains, donc je le disais, ont contesté votre politique là-dessus, mais, et ça, vous n'en êtes pas d'accord là-dessus, mais vous-même, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pensez que vous êtes trompé, des choix que vous avez faits dans votre action, dans la manière de l'amener? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pensez aujourd'hui que vous êtes trompé? Je pense qu'on se trompe sans arrêt, c'est-à-dire tout le temps. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'imperfection absolue. On s'est trompé chaque fois qu'on n'a pas pris, chaque fois qu'on n'a pas emporté quelqu'un. Donc tout n'est que non, des échecs, il n'y en a pas, des non-réussites, oui, rien n'est vain, et de se tromper sans cesse, c'est normal. Exemple, les boat people, nous pensions que nous pouvions, avec nos petites forces, sauver beaucoup de gens, mais il y fallait des centaines de milliers de dollars que nous n'avions pas, ni les gens qui n'avaient pas. Actuellement encore, des quantités de travaux, nous ne nous trompons pas, mais ne peuvent pas être faits, faute de gens. Et c'est un appel, ça, d'hommes et de femmes qui accepteraient de partir pour ces domaines très particuliers de souffrances nombreuses et très particulières, surtout des femmes et des enfants, au monde pour longtemps, et qui auraient quelque envie de le faire avec toute la ferveur, toute la tendresse, toute la continuité voulue. Mais c'est dur. Actuellement, l'argent, on peut le trouver. Les gens, on ne les trouve que très, très, très difficilement. Comment vous expliquez qu'on ne trouve pas ces gens? Aucune idée. Moins d'enthousiasme des gens pour s'engager, les gens pris par autre chose? Non, c'est pas. Les gens inachevés, plus ou moins. Donc, c'est pas. Ils sont pas dans le coup. Mais je pense que c'est la rencontre qui fait les gens. Mais on ne rencontre pas toujours ce qu'il faudrait. Et c'est vraiment dramatique parce que les programmes, comme disent les mouvements, existent, les malheureux existent, les moyens vraiment d'annuler ce malheur et de repartir sur la vie existent, mais c'est les gens qui manquent. Alors, cette occasion, vous me donnez précisément l'occasion d'en appeler aux femmes, toujours les femmes, hein, et aux hommes qui voudraient partir. Vous pensez que les femmes sont plus généreuses? Elles s'engagent plus? L'homme considère et la femme va. Donc l'homme, à partir de 16-17 ans, il est plus intelligent que tout le monde. Donc c'est un cube de béton qu'on peut tourner selon le soleil et la lumière. La femme va. Et l'une d'elles l'a dit tout à l'heure, elle a le bon sens. Alors le bon sens, c'est la vie, et c'est pas par hasard qu'elle l'apporte et qu'elle la transmet. Vous savez que vous n'êtes pas facile à interviewer parce que, j'entends pas là, quand on voit ce que vous avez fait au cours de votre destin, c'est quand même difficile de faire la moindre remarque critique quand tous les gens parlent d'un saint, d'un apôtre et autres. Mais complètement différent. Mais quand vous entendez les gens vous tresser des louanges comme ça, qu'est-ce que vous ressentez, vous, personnellement? Les gens traiter des louanges? Oui, vous tressez des louanges dans cette émission, par exemple. Oh, ils sont bien gentils. D'ailleurs, je leur enverrai une petite lettre à chacun pour les remercier. Mais alors justement, je suis ni prophète, ni apôtre, ni un saint, rien du tout. J'ai dit tout au début, tout à l'heure, je suis un passant qui passe, qui voit, qui sent, qui vit et qui demande à d'autres de faire. C'est tout ce que je suis. Alors quant aux louanges, merci beaucoup. Mais bon, vous avez quand même été plus qu'un passant. Hein. Tant mieux. Hein, vous avez quand même bien agité les gens, dynamisé les gens. Ah oui, mais j'espère que c'est pas fini parce que le travail continue. Vous continuez comme ça? Et il faut. Donc la seule chose, puisqu'on en avait parlé un jour ensemble de la proximité de la mort, puisque maintenant je suis assez proche de la mort, alors j'aimerais bien qu'on me donne plutôt un aller-retour qu'un aller simple, étant donné qu'il y a encore du travail à faire. Ça vous ennuie de penser à la mort? Oh, d'y penser, pas du tout, ça m'ennuiera peut-être de mourir, j'en sais rien, je vous dirai après, mais d'y penser, au contraire, c'est intéressant, c'est une période intéressante de la vie, si vous voulez, de penser à la mort. Qu'est-ce que vous pensez que, puisque vous dites un aller-retour, qu'est-ce que vous aimeriez faire au retour? Eh bien, continuer. Mais continuer quoi? Exactement la même chose. Exactement. Toujours se battre? Ben, c'est pas la question de se battre, on est obligé de se battre, mais c'est pas ce travail de ramassage des gens par terre, c'est tout. En les menant le plus loin qu'on peut, le plus complètement qu'on peut. Mais il n'y a pas ce sentiment de, je dirais, de labourer la mer. Enfin, on a le sentiment que sans arrêt, comme une vague, arrivent de nouveaux victimes. À force de labourer la mer, surgira une étoile. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc avec les mains vides, à force de faire ça, vous avez une étoile et subitement des enfants dans les bras. C'est très facile le travail qu'on fait. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Ça peut être dur parce qu'il faut être acharné, mais c'est tout. Vous n'avez jamais Donc ça va de soi.
Vous n'avez jamais été pessimiste sur l'avenir de Terre des Hommes ou sur l'avenir de Sentinelle, que ça disparaisse un jour? Non, il ne faut pas s'occuper de ça. Donc la vie continue, c'est pas mon problème. Ah, pourtant, dans votre livre La marche aux enfants, à un certain moment, vous évoquez que pourrait-il rester de Terre des Hommes, que pourrait-il rester de tous ces enfants? On sent quand même dans certaines pages une certaine inquiétude pour l'avenir. Oh, bah, l'inquiétude pour l'avenir, à considérer le présent, on comprend qu'il y a l'inquiétude pour l'avenir, mais pas l'inquiétude pour l'avenir du travail, parce que malheureusement, le travail ne fait que s'accroître et les travailleurs, c'est là que ça manque, existent quand même. Donc les dames que vous avez vues tout à l'heure dans Sentinelle sont jeunes et continueront. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Oui, on me donne quelque chose, excusez-moi. C'est un chèque. Non, ce n'est pas un chèque. Une lettre anonyme? Non, ce n'est pas une lettre anonyme. Eh bien, Edmond Kayser, c'est un téléfax qu'on reçoit à l'instant de Charles Hahn, que nous avons entendu tout à l'heure dans l'émission. Je vais vous le donner, car il dit, vous verrez dans cette lettre, qu'il faut que vous continuiez, qu'il ne faut jamais lâcher. Je me joins à d'autres, ceux qui vous connaissent, pour vous supplier, de ne jamais lâcher prise. Nous avons tous besoin de vous. J'ai du mal à lire, il faut dire, même avec mes lunettes, j'ai du mal à lire. Mais enfin, c'est un texte que vous envoie Charles Hahn, qui est une sorte d'hommage. Enfin, si je le dis très rapidement, vous pourrez le lire après l'émission. Merci infiniment, mais l'hommage se retourne parce que Charles Hahn a pu sauver des centaines, sinon des milliers d'enfants par Terre des Hommes, précisément en les opérant à cœur ouvert. Donc, alors, l'hommage, c'est surtout lui, c'est lui qui a fait le travail. Et comme il l'a dit très bien, nous n'étions ou je n'étais qu'un rabatteur. Vous disiez tout à l'heure, vous aviez le sentiment que c'était plus difficile de trouver des gens pour collaborer maintenant. Est-ce que vous avez parfois du mal, quand vous frappez à certaines portes, à trouver des gens qui s'engagent, comme l'a fait par exemple Charles Hahn, comme l'a fait le Major Troyon? C'est très différent, parce qu'on a besoin de gens de terre et de chair envoyés sur place et capables de créativité et qui ne veuillent pas absolument entrer dans une équipe préexistante qui n'existe pas ou absolument être insérés dans un cadre alors qu'il faut la liberté pour créer. Et c'est ces gens-là qu'on ne trouve pas. Tandis que dans le corps médical, que ce soit le docteur Miéville, que vous avez vu tout à l'heure, qui était le premier médecin de Terre des Hommes, ou le professeur Hahn, ce corps-là, le corps médical suisse, et d'ailleurs, a compris la musique tout de suite. Donc en leur mettant un enfant dans les bras, on dit opère-le, pas de problème. Mais envoyer quelqu'un vraiment à l'aventure, à la liberté, à organiser, c'est plus difficile. Tout le monde dur. Tout le monde ne peut pas partir pour organiser sur le terrain, comme vous le dites. Tout le monde ne peut pas opérer les enfants que le docteur Charles Hahn. Je suis sûr, parmi ceux qui nous écoutent, ils doivent se dire qu'est-ce que je peux faire, moi, individuellement, face à cette misère du monde? Qu'est-ce que ceux qui nous écoutent maintenant peuvent faire pour essayer de contribuer d'une petite manière? Il n'y a pas de doute, même si ça peut être sans suite, ceux qui écoutent et qui veulent faire quelque chose devraient nous écrire en disant j'aimerais partir et j'aimerais faire telle et telle chose, ou j'aimerais vous aider sous n'importe quelle forme, etc. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est la rencontre avec ces personnes qui écriraient, qui permet les voyants de discerner peut-être un jour quelqu'un qui veuille partir pour de bon, s'occuper des enfants mineurs dans les mines de charbon en Colombie, ou des filles qu'on va brûler parce que la dot est trop petite à Bombay. Mais alors à condition de parler évidemment les langues, d'être solide, ou enfin de se vouloir solide même si on ne l'est pas, et de parler alors absolument l'anglais si c'est pour l'Inde, l'espagnol si c'est pour la Colombie, et l'arabe partout où des filles sont tuées en vengeance de l'honneur familial. Je me suis peut-être mal fait comprendre, Edmond Kayser. Il y a des gens qui ne pourront pas faire cela. Puis il y a des gens qui ne se contentent pas d'envoyer 50 ou 100 francs. Qu'est-ce que peut faire le Suisse moyen qui ne peut pas partir face à cette espèce de misère du monde? Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Il le fait précisément, il envoie ce qu'il peut. D'autres qui n'ont rien pris, pourquoi pas? Le rayonnement de leur prière vaut tout autant. Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Là, il n'y a aucun conseil à donner, sauf que nous aimerions des gens prêts au départ, ayant la langue, ayant la solidité, l'humour également, donc ne se prenant pas au sérieux et pensant qu'il est très aisé de reprendre dans les bras ce qui est par terre, puisque le problème n'est toujours que cela. Il ne faut jamais se prendre au sérieux dans tout ce qu'on fait? Ah, je pense. Alors, si on commence à se prendre au sérieux, tout est foutu. Donc, vous pensez que dans les organisations officielles traditionnelles, on se prend trop au sérieux? Il y aurait quelques apparences. Pourquoi? Pourquoi pas? Ils se prennent légèrement au sérieux. Mais pourtant, ils font quand même du bon travail. Ça dépend. Ils pourraient faire mieux compte tenu de ce qu'ils coûtent. Vous pensez que ce n'est pas assez efficace? De même que nous avons tenté d'obtenir du gouvernement suisse il y a quelques années que notre armée suisse, dont nous savons ce qu'elle coûte, c'est-à-dire 10 ou 11 ou 12 millions de francs suisses par jour, nous aimerions aussi savoir ce qu'elle vaut en allant travailler dans les pays où on aurait besoin donc de l'armée suisse, pour, par exemple, le déchargement des bateaux au port de Assab et l'acheminement des marchandises, par exemple, en Éthiopie, jusqu'à la distribution. Nous l'avions d'ailleurs demandé à Mitterrand
dans l'envoi, qui n'a d'ailleurs pas fait, des parachutistes français de Djibouti, qui sont à un quart d'heure du cœur même de la famine. Donc, vous pensez que la Suisse, notamment, devrait être beaucoup plus active, je dirais la Suisse officielle? Absolument, elle le peut, absolument. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne pense pas que le courage, ou la compétence, ou la clairvoyance, ou l'ouverture étouffent nos gouvernants. Vous pensez que c'est les gouvernants qui sont responsables de cette absence? Nous les payons pour ça. Alors, s'ils sont irresponsables dans leurs actes, nous avons, nous, à les tenir pour responsables de ce qui n'est pas fait. Est-ce que vous serez jusqu'à la fin de vos jours comme ça, toujours en colère face à la misère? Je ne suis pas en colère. Ah, vous si, quand même. La misère, l'injustice vous font exploser. Alors, si je le suis, il y a de quoi. Alors, on pourrait répondre comme Jeanne d'Arc, si je n'y suis pas, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y garde. En colère et indigné face à ces souffrances-là. Vous ne prendrez jamais votre retraite face à la misère? J'ai plus le temps. Et de toute manière, on ne peut pas. C'est pas pensable, donc c'est pas du. C'est impossible. Bon, Edmond Kayser, nous allons maintenant rendre l'antenne. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je le disais tout à l'heure, c'est un peu difficile à vous interviewer parce qu'on est amené à poser des questions qu'on ne ressent pas tout le temps parce que face à ce que vous avez fait, je pense que bien les téléspectateurs et moi-même, on se sent un petit peu plus modeste dans ses actions quotidiennes et on n'a pas envie de poser des questions plus pointues. Je voudrais simplement vous remercier d'avoir participé à cette émission. Vous remercier peut-être au nom de ceux qui nous écoutent pour tout ce que vous avez fait en faveur de l'enfance malheureuse, que ce soit loin ou que ce soit près. Vous dire simplement merci et je vous dis pas bonne retraite puisque vous ne la prendrez pas, vous continuerez à être actif et rappelez ce que vous faites à Sentinelle. Merci Edmond Kayser. Alors moi je remercie de mon côté la télévision suisse, et suisse romande en particulier, et la radio, sans lesquelles Terre des Hommes n'aurait pas eu d'aile pour voler. Donc dès le début du travail, il y a eu la radio et la télévision, donc merci à vous. Merci et joyeux Noël à vous et à tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Bonsoir.